podcast Binge Audio. À la périménopause, comme dans les années qui suivent, c'est très important d'être bien entouré, bien pris en charge. Combien d'entre nous ont souffert du manque d'infos ou du manque d'écoute à cette période ? Mon invitée aujourd'hui est sage-femme. Vous avez sans doute entendu son nom, Anna Roy. Elle s'est fait connaître pour son approche très bienveillante et sans tabou du corps des femmes. Elle apparaît aussi très régulièrement dans l'émission Les Maternelles. Son livre « C'est ma ménopause » aurait pu s'appeler « Tout ce que vous avez voulu savoir sur la ménopause sans oser le demander ». Que se passe-t-il à ce moment de notre vie avec nos hormones ? Pourquoi est-ce qu'on se sent parfois triste, déprimé pendant cette période ? Est-ce normal, par exemple, de vouloir faire moins l'amour ? Est-ce normal de vouloir faire plus l'amour ? Est-ce qu'on grossit forcément ? Quel traitement prendre pour aller mieux ? Chaque femme mérite une réponse adaptée et Anna fait le tour des questions qu'on se pose toutes. Alors je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quelles interrogations vous aviez encore et je vais lui poser toutes ces questions pour vous. Bonjour Anna. Bonjour Claire. Alors le principe de ton livre, c'est la ménopause en 300 questions. Alors toi, tu ne l'es pas encore ménopausée. Qu'est-ce qui t'a poussée à faire ce livre ? Alors si je suis parfaitement honnête, il y a une petite part égoïste. C'est-à-dire que c'est vraiment les femmes. C'est-à-dire que je me suis mis à prendre en charge des femmes en périménopause et en ménopause. Et donc, comme j'ai vu qu'il n'y avait rien, j'ai eu envie d'écrire sur le sujet. Et puis aussi parce que moi, j'en avais très peur pour moi-même. Et donc, j'avais vraiment envie de lire toute la littérature au sujet de la ménopause. Donc, à la fois pour mes patientes, à la fois pour moi. Donc, tu veux dire que même en tant que sage-femme, tu n'avais pas toutes les infos, tous les éléments on a des éléments, mais extrêmement factuels, extrêmement terre-à-terre, extrêmement partiels, et avec surtout l'impression qu'il n'y a rien ou quasiment rien, quoi. Donc, du coup, ça en fait une période très angoissante. Alors que maintenant que j'ai un peu bordé le sujet, je me suis rendu compte qu'il manquait clairement d'infos, il manque clairement d'études scientifiques, etc. Mais après avoir fait le tour de la question, c'est vrai, et c'est pas prétentieux de ma part, mais j'en ai plus peur du tout. En fait, je trouve que quand on a un sujet comme ça qui nous effraie, plus on l'étudie et moins on a peur. Alors, j'aime beaucoup ta franchise et ton naturel. J'aimerais que tu nous lises ce que tu as écrit dans ton intro, parce que ça reflète assez bien les clichés sur la féminité et sur l'agisme. À vous qui avez ouvert ce livre, je l'avoue, la ménopause m'effrayait. Commençons par me chercher des circonstances atténuantes. Pendant mes études, la ménopause m'avait été présentée comme une expérience terrifiante. À l'hôpital, même histoire. Lors de mon tout premier stage en service de suite de couche dans une maternité, tout était beau, tout était parfait. Et lors du stage suivant, auprès d'un professeur spécialisé dans certaines affections dermatologiques de la vulve, j'ai été confrontée à des femmes très âgées qui souffraient de pathologies en tout genre, sur fond d'hormones en jachère. Et je peux vous dire que chaque soir, je priais pour avoir mes règles à vie. C'est pas Jojo la ménopause, ma chère Anna. Profite bien de tes belles années. Voilà ce que m'avait lancé le fameux professeur. Alors toi-même, tu n'étais pas exempte de ces clichés, en effet, sur les femmes ménopausées. Est-ce que tu peux nous raconter ta première patiente ? Parce que l'anecdote est savoureuse. Alors, oui, tout à fait... En fait, j'avoue, je suis un peu pleutre. Enfin, je pensais que le postpartum, c'était vraiment génial quand les femmes avaient leurs enfants. Donc ça m'attirait. Je me disais, c'est super, je vais profiter de que des bonnes ondes et tout et tout. Et en fait, je me suis aperçue que le postpartum, c'était terrifique à bien des aspects, pour le coup. Mais du coup, j'avais super peur de la ménopause, qui m'avait été transmise par mes études. Et en fait, moi, je vais écrire dans un café qui est en bas de chez moi. Et je suis très très copine avec la serveuse qui s'occupe de moi vraiment tous les jours. Et un jour, patatras, elle me demande de la prendre en charge. Et j'étais là, non. Et en fait, intérieurement, mais c'est horrible, je le confesse, c'est-à-dire que j'imaginais son intérieur, alors qu'elle c'était une femme super dynamique. Parce que quel âge 58. 58. Ouais. Et vraiment, j'imaginais un intérieur rabougri, tout était sinistre et tout. J'étais là, non mais je peux pas et tout. C'est bon. Bref, j'avais pas le choix, quoi. J'étais coincée. Et donc je suis allée chez elle. Et là, j'ai découvert un nouveau monde, en fait. Non seulement pour elle, la ménopause, bien sûr, il y avait quelques soucis, mais c'était vraiment une période d'âge d'or, plutôt pour elle. Et puis surtout, elle m'a enlevé ses vêtements, elle les a fait sauter au-dessus de sa tête. Enfin, elle a balayé d'un revers de main ce que j'imaginais être la ménopause, quoi. Donc elle n'avait pas dans la tête les clichés, les stéréotypes que toi, tu pouvais avoir à sa place, finalement. Mais exactement. Non, moi, j'étais pleine de stéréotypes par mes études, mais aussi par la société tout entière, qui renvoie sans cesse l'idée d'une péremption à partir de 50 ans, allez, 45. Mmh. Et alors, pourquoi est-ce que les femmes viennent te voir en tant que sage-femme après 45 ans ? Eh bien, en fait, malheureusement, la population ne le sait pas trop, les femmes ne le savent pas trop, mais les sages-femmes peuvent accompagner les femmes
femmes en suivi gynécologique, de la puberté jusqu'à la mort. Et donc, dans les prérogatives des sages-femmes, c'est tout à fait possible de se faire suivre par une sage-femme au moment de la périménopause et de la ménopause. Et je trouve ça intéressant, alors soit en complément, soit à la place d'un suivi avec un gynéco, parce qu'en fait, c'est vrai, chez les sages-femmes, déjà, elles envisagent souvent la relation médicale comme une relation horizontale, et donc c'est assez facile de parler avec elles. Et puis, tout ce qui peut être considéré comme des petits mots, mais qui n'en sont pas toujours. MAUX. Mot MAUX, voilà. Ouais. Voilà, c'est peut-être des fois plus simple d'en parler avec une sage-femme. Elle prend en charge souvent les femmes de façon plus holistique parce qu'elles ont plus de temps. Elles ne sont pas occupées à soigner des fibromes, des cancers, des choses beaucoup plus lourdes. Donc ça peut être bien, ça peut vraiment être bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu constates comme questionnement, éventuellement comme doute chez tes patientes de plus de 45 ans ? Eh bien, en fait, elles sont... alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je les trouve presque plus... paumées et perdues que pendant la grossesse ou que pendant toutes ces périodes de transition, enfin de périodes assez... c'est assez étonnant, c'est-à-dire que en fait, elles sont vraiment perdues. Perdues, mais en même temps, à leur décharge, il n'y a rien, il y a très peu de sources d'informations, quoi. Donc en fait, elles se sont dit, non mais attendez, vous rigolez ou quoi ? Il se passe ça et on m'avait rien dit, quoi. Et puis, il y a une sorte de tabou même dans les copines. Alors, il y a certaines copines qui parlent très librement, mais il y en a d'autres qui, comme il y a cette idée de péremption, qui masquent qu'elles sont en périménopause, qui masquent qu'elles sont en ménopause. Et du coup, en fait, il n'y a pas tant de soutien et de relais, y compris dans la sphère amicale, familiale, etc. Ou même de collègues de boulot. En fait, c'est assez tabou. C'est même très, très tabou. Bah oui, bien sûr. Et donc, c'est vraiment difficile. Et donc, en fait, elles ne savent rien. En fait, c'est assez fou. Puis, comme on n'en parle nulle part. Ouais. Et est-ce que à cet âge-là, parce qu'on en parle souvent après la grossesse, mais tu conseilles de refaire de la rééducation ? Moi, je pose cette question parce que j'en ai refait 10 ans après ma dernière grossesse. Bon, j'avais fait du trampoline, c'était une mauvaise idée, ça m'avait traumatisée. Mais est-ce que tu conseilles, par exemple, de refaire ça ? Quels sont les conseils que tu peux donner à cet âge-là ? De la rééducation du périnée, Ouais. oui, bien sûr. Alors moi, je fais partie de ces gens qui, carrément, tout au long de la vie des femmes, conseillent aux femmes, tous les 5 ans, de demander à sa sage-femme, à son médecin qui fait le suivi gynéco, de dire « Mais où est-ce qu'il en est, mon périnée ?» Tous les 5 ans, dès le plus jeune âge, parce que les périnées, je le rappelle, peuvent être abîmés alors qu'on est très jeune. Donc oui, bien sûr, au moment de la périménopause, de la ménopause, demandez à votre sage-femme, à votre médecin ou à un kiné d'ailleurs, qui vous fasse un petit bilan périnéal, qu'on voit où on en est. Ça se trouve, c'est parfait et c'est parfait. Et puis ça se trouve, c'est un peu fatigué. Et on se refait des séances de rééducation périnéale, bien sûr. Oui, parce qu'il y a aussi le risque qu'il y ait quelques relâchements, un relâchement des tissus. Oui, mais donc je ne veux pas non plus trop stigmatiser les femmes qui sont en périménopause, en ménopause. C'est vrai qu'il peut y avoir un relâchement des tissus. Et puis mais ça dépend aussi des antécédents qu'on a eus, ça dépend si on a déjà fait de la rééducation. En tout cas, ce que je veux quand même que vous ayez en tête, c'est que on peut être ménopausé, avoir un périnée super tonique. Moi, je le dis souvent, et c'est pas par provocation. Ma patiente qui a le périnée, donc qu'elle maîtrise le mieux et qui est le plus tonique, c'est une patiente qui est ménopausée et depuis belle lurette. Donc, il faut pas se dire, je suis ménopausée, ça ne sert plus à rien, je ne sais pas quoi. Non, vraiment, on peut avoir un périnée extrêmement tonique et qu'on maîtrise bien. Bien plus que quand on en avait 25 ou 35. Il n'y a pas de fatalité. Oui, quoi. vraiment, vous ne vous laissez pas enfermer par ce discours. Tous les tissus se ramollissent, etc. Non, pitié. Et est-ce que tu as beaucoup de questions sur la sexualité ? C'est ce que je disais, il y a des femmes qui ont moins envie de faire l'amour et puis d'autres, c'est tout le contraire. Oui, alors là, c'est pareil. Il faudrait que les femmes, après 45 ans, n'aient plus envie de faire l'amour, que, enfin voilà, la sexualité disparaisse de leur champ. Alors non, pas du tout. En fait, ça va vraiment, à chaque femme son vécu. Et donc, il y a des femmes qui vont avoir des regains de libido. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que les règles, c'est pas toujours drôle. Quand on a dans l'endométriose, quand on a un SOPK, quand on a plein de choses, c'est pas forcément très drôle. Et quand ça, c'est derrière soi, eh ben, il y a des femmes qui ont un regain et au contraire, qui se sentent, et en plus libérées de la charge contraceptive. Et donc, ils peuvent avoir vraiment beaucoup plus envie de faire l'amour. Et d'autres, à l'inverse, pour qui ça va freiner la libido ou le désir, au moins, parfois transitoirement, parfois un peu plus sur la durée. Mais là encore, sortez-vous des discours, il n'y a aucune règle. Et sur les désagréments qui pourraient survenir, type sécheresse vaginale, etc., ça, on en vient très facilement à bout. Je sais que c'est très tabou, la sécheresse vaginale, mais là, c'est vraiment pas la peine. Oui, on a une humidification vaginale qui est un peu moindre, un peu diminuée avec la ménopause, mais il y a les hydratants vaginaux, il y a des ovules, il y a plein de choses, il y a des traitements locaux, il y a le traitement hormonal à la ménopause. Il y a 1000 solutions pour venir à bout d'une sécheresse vaginale qui vous mettrait mal à l'aise ou qui vous freinerait le désir. J'aime bien dans ton livre quand tu dis qu'il faut arrêter effectivement de dramatiser, que d'abord la ménopause c'est l'arrêt du fonctionnement ovarien. Tu dis voilà tout. Bon, il y a beaucoup de choses derrière ce voilà tout quand même, mais c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est un cycle en fait dans la vie des femmes.
Oui, et c'est une période qui a un début et une fin. C'est une transition. On va effectivement, mais comme la puberté en était un. Mais en soi, on va passer autant de sa vie ménopausée que sa vie avec des règles. Donc je crois qu'il faut vraiment... Effectivement, on peut avoir une transition qui, selon les femmes, peut être plus ou moins désagréable, ça c'est vrai. Je suis certaine que ça va être très pénible. Mais en soi, ce n'est qu'une transition, ce n'est que l'arrêt du fonctionnement ovarien. Ouais, et tu dis que ce serait pas bon, en fait, de baigner toute sa vie dans nos hormones. Ah oui, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Oui, bien sûr, il y a même... alors, il y a plein de théories à ce sujet, la théorie des grand-mères, etc. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que le corps, il n'est pas con. Et que passer, plus on avance en année, plus une grossesse, c'est dangereux. Et donc le corps, il dit, je vais pas me mettre en danger et m'exposer à un risque de grossesse. Paf, le fonctionnement ovarien s'arrête, tant mieux, heureusement. Alors, en tant que sage-femme, vous avez un rôle super important, notamment parce que vous êtes présent et présente, parce qu'il y a des garçons aussi dans les déserts médicaux, là où il n'y a pas toujours de médecins. Pourtant, parfois, vous êtes regardé un peu de haut par les gynécos, parfois. Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que tu l'as constaté? Est-ce que ça t'énerve? Oui, alors, on est regardé de haut par les gynécos, et je veux pas faire de clivage de génération, mais peut-être par des gynécos qui nous connaissent pas trop, ou... Enfin, moi, en tout cas, les jeunes, et j'en côtoie beaucoup, parce que ce sont des amis de fac, les jeunes gynécos, il n'y a aucun problème avec les jeunes gynécos. On s'entend très bien, on travaille en bonne intelligence, etc. De toute façon, on n'a pas du tout les mêmes fonctions, hein, on n'a pas les mêmes prérogatives. Donc vraiment, on ne se marche pas. Je crois qu'il faut sortir de ce conflit-là. Mais par exemple... Pour le suivi, donc on l'a dit, quand tout va bien, tout va, et bien là c'est parfait, une sage-femme. Mais il faut aussi dire aux gens, en particulier quand ils sont dans des déserts médicaux, que si par exemple le rendez-vous, je sais pas, vous êtes ménopausée, vous me remettez à saigner, c'est une forme d'urgence médicale. Et il y a des femmes qui attendent 6 mois pour voir un gynéco. Moi, je trouve que c'est une très très mauvaise idée, ça. Peut être même dramatique. Dans ce cas-là, vous regardez, médecin traitant, sage-femme, rendez-vous dans une semaine, super. Alors la sage-femme et le médecin traitant vont pas prendre en charge ces saignements vaginaux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous prescrire une échographie, les examens complémentaires qui fait que ça avance, et surtout, ils pourront, eux, prendre contact, en fonction du résultat de ces examens complémentaires, avec un gynéco en direct, et ça fera avancer vite la machine. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir des sages-femmes et des médecins traitants. Et si ça sort de notre compétence, ne vous inquiétez pas, on n'est pas fou, on n'a pas du tout envie de mal vous prendre en charge et on passera la main sans aucune... Enfin, moi, heureusement qu'il y a des gynécos, je les adore. Hein. Non, mais bien sûr, c'est pas pour vous opposer, mais c'est vrai que, par exemple, ils tiennent à ce qu'il y ait certaines prérogatives qui leur restent, comme par exemple prescrire le traitement hormonal. Oui, parce que c'est vrai que les femmes, quand elles nous aiment beaucoup et ils ont peur de perdre leur patientèle, mais sauf que nous, on sait pas prendre en charge les cancers, on sait pas prendre en charge plein de trucs. Donc, de toute façon, on n'a pas la même fonction. Moi, je les rassure, je leur dis parfois, c'est ridicule. Mais tu dirais que les femmes, elles ont le réflexe d'aller voir des sages-femmes, enfin les femmes non, pas de encore. mon âge. Ouais, c'est ça. Pas encore, mais c'est vrai, quand elles ont découvert le truc, elles, souvent, ça fait comme une tache d'huile et elles en parlent tout autour d'elles. Mais allez-y, vous verrez, c'est très sympa. Alors, j'ai demandé, Anna, aux auditrices de Chaud Dedans de te poser des questions, de profiter que tu sois dans les studios. Il y a Mimi, d'abord, qui s'étonne qu'avec la multiplicité des symptômes, donc entre le brouillard mental, les douleurs articulaires, les bouffées de chaleur, etc., elle s'étonne qu'il n'y ait pas d'approche pluridisciplinaire de la ménopause. Très bonne question. Elle a raison, Mimi, il faudrait peut-être considérer notre corps comme un tout. Alors voilà, ça, moi je trouve que Mimi, elle a parfaitement raison. Et elle a parfaitement raison. Et donc, par exemple, il y a des consultations qui sont créées. Le professeur Claire Mounier qui fait des consultations de cardio-gynéco. Enfin, il y a des consultations de cardio-gynéco. Mais c'est vrai qu'à part ces consultations de cardio-gynéco, il n'y a pas grand-chose qui existe. On pourrait rêver et imaginer, par exemple, une consultation ménopause avec effectivement l'accès à un neurologue si besoin, avec d'autres spécialités, un rhumato, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, effectivement, il faut aller chez son gynéco, chez sa sage-femme et étendre. Mais c'est vrai que c'est pas très, très efficace parce qu'en fait, sur les douleurs articulaires, nous, oui, il y a le THM, oui, on peut dire il faut faire ci, il faut faire du sport, etc. Mais à part ça, on n'est pas rhumatologue. Donc, effectivement, quand ça s'intensifie, que ça prend, ou qu'on a des trucs bizarroïdes, c'est vrai que là, ça dépasse nos compétences et ce serait bien qu'on soit plus nombreux sur le sujet, oui, bien sûr. Ouais, parce qu'on voit un peu trop le corps des femmes comme un corps éparpillé, en fait, en pièces détachées. C'est très pénible. C'est très pénible. Ouais. C'est très pénible, alors que c'est vrai que le problème des hormones, c'est que ça impacte sur tout le corps. Mais bon, pas simple. C'est ce que me disait il y a peu Solène Lehen, la journaliste que je recevais il y a quelques semaines. Elle me disait que ça s'appelle la médecine bikini, c'est-à-dire que chez les femmes, on s'intéresse aux organes sexuels et puis aux seins, puis c'est à peu près tout. Ouais, c'est vrai. Tu constates ça aussi? Ah ouais, totalement. Ouais, il y a vraiment cette histoire-là, ouais, tout à fait. Alors que tu parlais de cardio. Et puis surtout, il y a le problème, surtout, c'est qu'il y a une minimisation
des symptômes divers à partir du moment où ce sont des femmes. Par exemple, les douleurs articulaires, je suis sûre que... Parce que souvent, quand une femme dit qu'elle a... Enfin, c'est ce que me disent les femmes. J'ai des douleurs articulaires, elles disent ça à leur médecin traitant, mais même aussi gentil soit-il, oui, d'accord. Mais en fait, il y a une minimisation de toutes les souffrances des femmes. Et qui, elles-mêmes, minimisent énormément leurs souffrances. Ça, moi, j'en suis persuadée. Donc, c'est très compliqué. En fait, du coup, les femmes ne sont pas bien prises en charge, c'est vrai. Ah bah oui, ça c'est ce qu'elle a constaté. Ouais. Et c'est vrai que tu parlais du cardio, les risques cardiovasculaires, on le rappelle encore une fois, c'est le premier risque après 50 ans chez une femme. Ouais. Donc c'est important de tout considérer. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne consultation, d'évaluation, de vraiment faire un point. C'est pour ça que je dis que moi, la ménopause, j'ose le dire, je pense que c'est une chance. Comme la grossesse, c'est un point où on fait un point global, on fait des prises de sang, on fait plein d'examens. Et ben, voyez la ménopause exactement comme pareil, c'est-à-dire faites-en une chance de faire un point global sur votre santé. Mm-hmm. Allez chez l'ophtalmo, faites-vous une checklist, dermato, ophtalmo, cardio, rhumato, vous faites une checklist, vous serez contente. Et là, les hommes, eux, ils le font pas. Voilà, donc profitez plutôt que de... Voilà, faites-en une chance. Il y a aussi tu sais qu'on a droit désormais à un rendez-vous médical à 45 ans chez le médecin pour faire le point, justement, check-up complet, etc. Voilà, on peut aller voir une sage-femme ou c'est Non, là, allez voir le médecin généraliste. Ok. Parce que ça, c'est un bon conseil. Je trouve qu'il y a pas très important. Et puis, on est nul en médecine de prévention en France. Ouais. Et alors que pourtant, alors pour le coup, ça sauve des vies. Et il n'y a pas assez de personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui prennent justement ce rendez-vous au sérieux, alors que c'est bien de faire un check-up à ce moment-là. Donc voilà pour la super question de Mimi. Il y a Sophie qui se demande si des cheveux qui tombent ou qui deviennent plus fins, c'est un effet de la périménopause. Oui, tout à fait, ça peut être un des effets de la périménopause, mais attention, parce que chute de cheveux qui deviennent plus fins, ça peut être aussi tout un tas d'autres choses. Mm-hmm. Donc, si vraiment le phénomène a de l'ampleur, là, alors je vais dire un truc un peu bizarre, ne vous fiez pas trop aux gynécos et aux sages-femmes et allez voir les spécialistes du sujet que sont les dermatologues, parce que peut-être qu'il y a une carence en ci ou en ça, peut-être, j'en sais rien, qu'il y a autre chose, il y a un dérèglement hormonal, mais autre. Donc, n'hésitez pas non plus ou allez voir votre médecin traitant. Mais effectivement, ça peut faire partie des... Ouais. Voilà. Souvent, on parle de perte de cheveux quand même. Bien sûr. D'ailleurs, on commence quand même à assez bien connaître les symptômes les plus connus. Donc, encore une fois, bouffée de chaleur, sueur nocturne, douleurs articulaires, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le SGUM, parce que tu en fais une partie dans ton bouquin? Oui, le syndrome génito... Alors, c'est un peu un gros mot. Hein. Moi, je trouve ça En fait, je trouve ça moche. J'ai pas envie d'en parler parce que j'aime pas. Je trouve ça tellement moche. Non, mais derrière, il y a un truc important. Voilà. Donc, c'est syndrome génito-urinaire. Voilà, de la ménopause. Oui, bien sûr. Grosso modo, avec la baisse des taux hormonaux, effectivement, on a des effets sur la vulve et sur les parties intimes qui peuvent être extrêmement désagréables, comme par exemple une sécheresse vaginale quotidienne. C'est pas une sécheresse vaginale seulement pendant les rapports. On peut avoir plus d'infections urinaires. Enfin voilà, c'est tout ce qui va être lié à la sphère intime. Et ça peut être, c'est vrai, assez pénible. Enfin, il y a vraiment des femmes qui le vivent très mal. Par exemple, la sécheresse vaginale quotidienne, c'est extrêmement pénible. Mmh. Et là, il faut vraiment traiter, quoi. Et c'est ça qui induit les infections urinaires, du coup. Exactement. D'accord. Et là, comment on fait pour prévenir ça? Alors, pour prévenir plusieurs types de traitements, mais on peut avoir des hydratants vaginaux sous forme d'ovules. On peut avoir des hydratants de la vulve aussi. On peut avoir, même dans les hydratants vaginaux, on peut avoir à base d'hormones ou sans hormones. Et puis après, il y a bien sûr le traitement hormonal de la ménopause. En tout cas, sachez, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est sécheresse vaginale au quotidien qui engendre des difficultés, des problèmes. Vraiment, il faut consulter, il y a plein de solutions. Alors, j'aime bien quand tu dis que les douleurs articulaires, parce que ça, moi j'en ai eu beaucoup, régressent au bout de 3-4 ans. Oui. Dans ton bouquin, tu dis ça. Est-ce qu'on sait pourquoi? Mais non. Ah ouais, mais moi, ça m'énerve. En fait, c'est pour ça que ça m'a hyper énervé d'écrire ce livre et que j'y ai passé un temps fou. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique, quoi. Et donc, par exemple, sur les douleurs articulaires, alors ils font des pistes d'explication qu'effectivement, il y a des cellules qui sont dans un cartilage et qui ont des récepteurs aux estrogènes et tout. Mais c'est pas un truc méga convaincant, quoi. Et puis alors, il y a des femmes, elles disent c'est aux genoux, d'autres dans les bras. Il y en a qui disent que c'est des tendinites. Moi, c'était dans les mains. Voilà, il y en a d'autres qui disent que ça affecte leurs tendons. Mais alors, les tendons, mais pourquoi? Enfin, ça m'a hyper frustrée de ne pas avoir plus de littérature scientifique. Donc, si jamais il y a une auditrice qui nous écoute, qui est médecin ou je sais pas quoi, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer des ressources parce que vraiment, j'ai pourtant cherché beaucoup. Mais tu as constaté que ça régresse chez tes Oui, patientes. alors ça, les études le disent. Les études disent que c'est en moyenne 3-4 ans. Parfois, c'est un peu plus. C'est comme les bouffées de chaleur, en fait. On dit que ça dure plusieurs années aussi. Ouais.
Mais ça, c'est une excellente nouvelle parce que franchement, se réveiller le matin avec la sensation d'avoir 70 ans, c'est vraiment un truc qui mine le moral, en fait. Ah oui, puis ça fait mal. Ouais, ça fait très mal aussi. Donc, Et puis, il peut y avoir des tendinites à répétition. Donc, l'idée que ça ne dure pas, ça m'a rempli de joie. Là, je ne veux pas le dire, mais quand même, je le dis, effectivement, le THM sur les douleurs articulaires est quand même efficace. Donc, le traitement hormonal de la ménopause. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas trop d'autres choses à notre arc. Quoi. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut se voir prescrire un THM ? Alors, pendant la périménopause, ça, c'est un truc qu'on me demande souvent. Parce que pour la ménopause, on a compris que c'était possible si on n'avait pas d'antécédents, de cancer du sein, etc. Mais pendant la périménopause ? Non, mais... Non, on ne peut pas prendre de traitement hormonal de la ménopause. On ne peut pas prendre de traitement préventif. Non, on ne peut pas prendre de traitement hormonal de la ménopause tant qu'on n'est pas en ménopause avérée, c'est-à-dire 1 an après l'arrêt des règles, donc, et à un âge qui correspond à peu près. Mais en périménopause, si on a des syndromes prémenstruels très cognés ou une périménopause, enfin j'en sais rien, il y a quand même des solutions. Donc allez voir votre sage-femme là aussi, ou votre médecin. On peut prescrire des progestatifs. Il y a peut-être une solution de sortir de là. Ne vous dites pas, ça y est, je suis condamnée. Non, venez nous voir. Les progestatifs, ce qui remplace la progestérone, qui elle aussi fait un peu défaut. Voilà, ça, hein. Exactement. Alors, d'autres questions. Il y a Thalassa44, pseudo, qui me demande, est-ce que l'acupuncture peut soulager les symptômes ? Alors, moi, je ne suis pas sage-femme acupunctrice, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a des femmes qui sont très soulagées par l'acupuncture. Comment ça agit ? Par quelle, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est que ça marche chez certaines femmes, par exemple sur les bouffées de chaleur. Moi, j'étais là avec une patiente, j'étais et puis ça a très bien marché. Ouais. Bon, mais moi, par contre, j'aime bien que vous alliez voir des acupuncteurs, des acupunctrices qui sont quand même sages-femmes ou médecins. Mais bon, ça c'est un petit, j'aime bien quand même que vous voyez des gens qui ont quand même une base scientifique et médicale derrière, ça me rassure. Ouais. Et on en trouve facilement. D'accord, il y en a qui cumulent les deux. D'accord. Ouais. Anne demande si une ovarectomie partielle, donc l'ablation d'un ovaire, a un impact sur la survenue de la ménopause. Normalement, non, parce qu'un ovaire suffit. Ouais. Mais j'ai pas le dossier sous les yeux, j'ai pas l'histoire de cette patiente, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes ou que vous êtes inquiète, n'hésitez pas à consulter. Mode Passion nous demande est-ce qu'il y a un lien entre la ménopause et les acouphènes ? Ça aussi, j'ai souvent entendu dire. Bah oui. Alors ça, pareil, il n'y a pas grand-chose dans la littérature scientifique. Mais de fait, énormément de femmes en périménopause ou en ménopause se plaignent d'acouphènes. Là encore, de ce que j'ai vu dans les études, c'est un phénomène qui est transitoire. Mais comme les acouphènes, ça peut être plein d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir nos amis ORL. Exactement, pour vérifier qu'il n'y a pas un problème d'audition. Alors, il y a quand même plein de symptômes, on parlait des acouphènes là, qu'on n'imagine même pas. Est-ce que tu les as recensés dans ton livre ? Ah non, alors est-ce que je l'ai fait dans mon livre ? Oui, je les ai recensés, mais est-ce que je les ai tous mis dans mon livre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un nombre de symptômes plus bizarroïdes les uns que les autres. Qui sont... Mais je pense qu'en fait, on est au début des découvertes. Comme la ménopause, c'est un moment où les femmes, entre guillemets, il n'y a plus de puissance procréatrice. En fait, on s'est beaucoup intéressé à la grossesse et à l'accouchement parce que les femmes avaient des enfants à donner à la nation et donc la médecine s'est beaucoup intéressée à ça. Mais une fois qu'elle était disparue du champ de la procréation, c'est vrai que ça n'intéressait plus personne. Mais je suis sûre qu'il y a plein de recherches C'est un peu comme l'endométriose. L'endométriose n'intéressait personne il y a 10 ans, mais je suis sûre que ça va intéresser de plus en plus de chercheurs. Donc, il ne faut pas être désespéré et être plein d'optimisme. Et je suis sûre que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de recherches concluantes sur le sujet. J'espère, parce qu'effectivement, oui, moi aussi, j'espère. Ça a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui encore, on se heurte à ça. Au fait qu'il y a très peu de littérature. Ouais. Comment t'as sourcé d'ailleurs ? Où est-ce que tu es allé chercher les infos ? Alors moi, je vais carrément à la source de la source. Pour le coup, je vais regarder des études comme je le fais pour les autres bouquins, quoi. Bien sûr, je regarde des bouquins de confrères, de gens que j'aime bien, ou des cours de médecine, tout simplement. Mais non, je préfère aller à la source des études scientifiques directes. Mais donc, toi, tu as pu constater qu'il y avait assez peu de littérature sur le sujet. Ouais. Ah oui, ça m'a donné... vraiment, j'avais l'impression d'être comme un explorateur en string au bout, devant la jungle amazonienne, avec juste un petit coupe-coupe, quoi. Mais ça m'avait fait le même effet, pour vous rassurer. Ça m'avait fait exactement le même effet que pour le postpartum, c'est-à-dire la période après accouchement. Autant grossesse, accouchement, il y a énormément de choses. Autant postpartum et ménopause, c'était vraiment les parents pauvres, quoi. Les vraiment, parents pauvres de la recherche, ouais. Alors, on me demande aussi, est-ce que le THM, donc le traitement hormonal de la ménopause, règle les problèmes de poids, de sommeil, de bouffée de chaleur ?
Donc, 3 choses bouffée de différentes. chaleur, bien Ouais. sûr. Enfin, là, on peut dire que c'est 75% les chiffres, hein, selon les études qui disent que voilà, donc c'est très efficace. Prise de poids. Oui, c'est censé, mais c'est pas si net que ça. Et le troisième, c'était quoi? Je me rappelle plus. C'était sommeil, perte de sommeil. Ouais, pour le sommeil, ça marche assez bien. Ouais. Mais bon, en fait, le problème, c'est ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous pouvez tout à fait aussi, il y a une chose que les femmes oublient, c'est que vous pouvez essayer le traitement hormonal de la ménopause, et s'il vous convient pas, eh bien vous l'arrêtez. Mhm. Ou s'il voit qu'en fait, vous trouvez que chez vous, ça n'a très peu d'effet, et que en fait, ça ne change rien, eh bien vous l'arrêtez. C'est exactement comme on n'est pas marié à ses contraceptifs, on n'est pas marié au traitement hormonal de la ménopause. Alors bien sûr, il faut l'essayer suffisamment de temps, on dit entre 3 et 6 mois pour avoir des effets concrets, mais essayez et puis vous verrez. Ouais. Sauf si bien sûr vous avez des contre-indications. En tout cas, les femmes qui le prennent trouvent que c'est quand même efficace sur beaucoup de choses. Ouais, alors tu connais le chiffre, j'imagine, 6% des femmes le prennent simplement Ouais, aujourd'hui. oui, c'est Alors, terrible. quand elle te pose la question, est-ce que tu sens de la méconnaissance, de la curiosité, une crainte que ce soit mauvais pour la santé? Quel est le rapport des femmes à ce fameux Elles traitement ont hormonal? hyper peur. Ouais. Elles ont hyper peur que ça les rende malades. Et là, vraiment, je tiens à vous rassurer. Enfin, vraiment, il n'y a pas une femme qui est comparable à l'autre. Donc, venez en consultation et on fera le point. Enfin, là, je peux rien dire. C'est-à-dire, moi, je peux pas dire c'est génial ou c'est pas bien. En fait, ça dépend des femmes, ça dépend de leur symptomatologie, ça dépend de plein de choses. J'ai pas d'avis sur la question. Mais ça peut être génial et ça peut être pas du tout la peine. Il y a des femmes qui sont très bien sans et il y en a d'autres qui en auraient vraiment besoin, qui le prennent pas et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu aimerais, une fois qu'on a refermé ton livre, qu'on ait en tête? Une fois qu'on a passé en revue toutes ces 300 questions. D'ailleurs, on n'est pas obligé de tout lire. On peut lire simplement les choses qui nous intéressent. Voilà. J'adorerais que vous preniez rendez-vous avec une sage-femme ou un médecin que vous aimez bien. Ça, je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans l'entretien, mais n'hésitez pas à faire du nomadisme médical. C'est une période où on est vulnérable, on est un peu... N'hésitez pas à faire plusieurs personnes jusqu'à trouver la bonne. Vraiment, n'ayez pas peur de voir plusieurs sages-femmes, de voir plusieurs médecins avant de trouver la personne qui saura vous accompagner. Faites un point global sur votre santé. C'est une super opportunité de faire un point global sur sa santé. Faites-le. Et puis surtout, ne vous laissez pas enfermer par ces dictates qui disent que la ménopause c'est pourri. C'est pas vrai du tout. C'est une période de transition, parfois libératrice et parfois effectivement un peu pénible. C'est vrai, j'en conviens, mais vous laissez pas enfermer parce qu'on raconte de la ménopause dans la société. Et surtout, plus on en parlera, comme on le fait ici avec toi. Et pas la peine d'en faire un fromage. C'est comme les règles et tout. Oh là là. Moins ce sera stigmatisant. Exactement. Ça, c'est vrai. Alors, Anna, je rappelle que tu as un compte Insta hyper active, compte Insta, podcast, les bouquins, l'émission Les Maternelles, etc. Et je recommande ton bouquin, donc, qui est paru aux éditions Iconoclaste. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir. Sur ton livre, la petite bande en bas dit que t'es la soignante préférée des Français. Je comprends mieux pourquoi. Merci en tout cas, et merci à vous d'avoir été si nombreuses à poser des questions sur le compte Insta de Chaud Dedans. Je vous rappelle que sur ce compte, on peut discuter en direct et ça me permet de mieux vous connaître. Je remercie Paul Berthiaud pour la réal et le montage, Juliette Livartowski et Marie Foulon pour la préparation de cet épisode. Prenez soin de vous.